Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police, justice. Dans un instant, les révélations BFM TV dans l'affaire Elisa Pilarski. Du nom de cette jeune femme retrouvée morte dans une forêt de l'Aisne il y a un an, Cécile Olivier pour BFM TV a pu consulter le rapport des experts diligentés par la justice. Leurs conclusions sont claires. C'est bien le chien du compagnon d'Elisa Pilarski, Curtis, qui a attaqué la jeune femme. Ils ont reconstitué un scénario très précis des faits. Toutes les informations, ce scénario, les premières réactions, ce sera dans un instant, juste après le dossier de la semaine. C'était il y a 3 ans, très exactement, le dernier week-end d'octobre. Jonathan Daval signalait la disparition de sa femme à la gendarmerie. Après des semaines de mensonges, il sera finalement interpellé avant de reconnaître les faits. Son procès devrait s'ouvrir dans 15 jours. Car son avocat demande aujourd'hui un report pour cause de Covid. L'épidémie et le reconfinement ne permettraient pas un procès dans de bonnes conditions. Avec Dominique, nous recevrons dans un instant sur ce plateau Maître Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Daval. Il répondra à nos questions, nous expliquera le sens de sa démarche. Mais d'abord, ce procès tant attendu, résumé avec Elisa Trana. 7 décembre 2018. Après des mois de déni, de mensonges, Jonathan Daval vient d'avouer à sa belle-mère qu'il a tué Alexia. La famille obtient enfin la vérité. Prochaine étape, le procès. Que leur ancien gendre soit jugé pour ses actes et que certaines zones d'ombre soient soulevées. Je ne sais pas si ça nous apaisera un peu plus, mais je voudrais qu'il y ait une fin à tout ça. Pour pouvoir essayer d'avoir un deuil si on peut. Alexia Daval est portée disparue le 28 octobre 2017 alors qu'elle était sortie faire son jogging selon son mari. 2 jours plus tard, son corps en partie calciné est retrouvé dans un bois voisin. Pendant 3 mois, son époux Jonathan jouera le veuf et pleurer. Mentira encore et encore aux enquêteurs avant de reconnaître avoir frappé et étranglé Alexia lors d'une violente dispute à leur domicile. C'est lui aussi qui a transporté son corps avant de procéder à sa crémation. Malgré ses aveux, de nombreuses questions restent en suspens. Nous voulons tout savoir. Savoir pourquoi ces coups d'une violence extrême que le rapport d'autopsie a révélé. Je voudrais qu'il nous dise vraiment la vérité, c'est-à-dire son mobile, les sentiments qu'il avait pour Alexia, parce qu'il a tellement raconté tout et son contraire, pour rappeler qu'il a quand même beaucoup menti. L'informaticien de 36 ans sera jugé pour meurtre sur conjoint. La juge en charge du dossier n'a pas retenu la préméditation. Pourtant, la famille d'Alexia a des doutes. Son beau-frère a révélé la trace dans le sang d'Alexia de plusieurs médicaments qu'elle ne prenait pas à sa connaissance. Quelle attitude adoptera le jour du procès son meurtrier présumé? Au visage tantôt inondé de larmes, tantôt glacial. Les jurés devront tenter de cerner sa personnalité et celle d'Alexia. Jonathan Daval encourt la réclusion à perpétuité. Et invité d'affaires suivantes ce dimanche, Maître Randall Schwerdorfer, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je le disais, vous êtes l'avocat de Jonathan Daval. Vous avez donc fait cette demande cette semaine pour que le procès soit reporté. Expliquez-nous pourquoi. C'est très simple. Les conseils de Jonathan Daval ont eu connaissance que le procès se tiendrait d'abord sans présence du public, puisque les établissements comme les palais de justice ne sont accessibles qu'aux personnes convoquées. Donc il n'y aura aucune personne non convoquée, c'est-à-dire aucun public extérieur qui pourra assister à ce grand procès. À cause du Covid. À cause du Covid-19, mais à cause surtout du confinement, puisque les règles n'étaient pas les mêmes jusqu'au confinement. Deuxièmement, nous avons appris aussi que, en dehors de ce problème de publicité, nous devrons travailler tous les intervenants, tous les professionnels masqués, et que Jonathan Daval lui-même sera masqué, ce qui est totalement incompatible avec le principe de l'oralité des débats. C'est incompatible avec une qualité de procès. C'est un procès, il y a de l'émotion, ça doit pouvoir se voir, se sentir. Il y a de l'électricité, il y a toute une alchimie dans un procès qui va au-delà, si vous voulez, des simples mots. Et ça ne pourra pas être le cas dans ce procès-là si on maintient ce procès dans les conditions où il est annoncé. Ça veut dire quoi, l'oralité des débats, l'émotion, l'expression? Parce qu'à priori, on juge des faits. Alors, on juge des faits, mais on juge surtout une personne, Jonathan Daval. Et
pour pouvoir juger cette personne, encore faut-il le comprendre, l'écouter, l'appréhender, ne serait-ce que aussi que physiquement, dans ses attitudes, dans sa façon d'être. Et on est tous différents. Et les jurés d'assises, puisqu'il s'agit d'un jury populaire, c'est une juridiction populaire par excellence, c'est la seule d'ailleurs, réellement populaire en France, doivent pouvoir avoir un accès illimité à Jonathan Daval pour pouvoir le juger dans de bonnes conditions. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Le procès ne peut pas être un procès de qualité pour ces deux raisons, le défaut de publicité et le problème du port du masque de façon permanente dans cette cour d'assises. On sait qu'il est très soutenu par sa famille, Jonathan Daval, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais bon, il est soutenu par sa famille. Est-ce que sa famille ne pourra pas assister au débat? Comment ça va se passer? Alors, vous mettez le doigt sur une vraie difficulté que nous avons. Jonathan Daval est très soutenu par sa famille, qui souhaite être présent à ses côtés pendant ce procès, ce qu'on peut tous comprendre. Et effectivement, seules les personnes convoquées, notamment en tant que témoins, il y a très peu de témoins convoqués du côté sa mère et sa sœur, de la famille de Jonathan, sa maman et une de ses sœurs. Et à partir de ce moment-là, tous les autres sont exclus de droit du procès, y compris les témoins lorsqu'ils auront déposé, puisqu'ils ne sont plus convoqués, ils sont convoqués pour témoigner, ils ne sont pas convoqués pour assister à tout le procès. Donc, Jonathan Daval n'aura personne en réalité pendant les débats de sa famille à ses côtés pour assister à ce procès. On explique juste, Maître Schwerdorfer, que les témoins donc, qui sont cités, à savoir la mère et la sœur de Jonathan Daval, restent dans la salle des témoins jusqu'à ce qu'on les appelle. C'est-à-dire qu'ils n'assistent pas forcément au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour. À partir du moment où ils sont cités, ils viennent à la barre et ensuite, en principe, ils peuvent rester dans la salle pour assister. Mais là, ils ne pourront pas. Ça, c'est ce qui se passe en temps habituel, mais là, actuellement, avec les règles du Covid, en réalité, une fois qu'ils ont déposé, ils n'ont plus de raison d'être juridiquement au sein de la cour d'assises. Ce qui nous pose une vraie difficulté, ça va être très compliqué. Un procès, c'est toujours compliqué, un procès criminel, c'est toujours lourd pour tout le monde, hein, les parties civiles, la famille de l'accusé, l'accusé. Effectivement, faire un procès dans de telles conditions... très honnêtement, ce serait médiocriser ce futur procès. Ça veut dire que vous ne pourriez pas, dans ces conditions, défendre, comme vous l'entendez, votre client? Exactement. On nous a fait savoir aussi qu'on souhaitait qu'on fasse connaître les moments ou les temps où on souhaiterait s'entretenir avec Jonathan Daval. Ben, c'est ridicule. Je veux dire, on doit pouvoir s'entretenir n'importe quand, à n'importe quel moment, dans le cadre de ce procès, quand on l'estime nécessaire, avec Jonathan Daval. Et de façon totalement libre. Donc, en l'état, ce qu'on dit simplement, c'est que le confinement, très bien, nous comprenons. Les règles sanitaires de distanciation sociale ne sont pas incompatibles avec un procès public, d'abord. Deuxièmement, ne sont pas incompatibles avec une oralité des débats. On n'est pas obligé de mettre un masque. Il suffit de respecter la distanciation sociale. Nous n'en avons pas sur ce plateau pour cause nous sommes suffisamment loin. C'est pareil dans un procès. Et ça permettrait d'avoir un procès dans de bonnes conditions. Pendant le confinement, si on ne peut pas l'assurer pendant le confinement, eh bien, il suffit de le décaler. Nous sommes très largement dans les délais qui permettent de maintenir Jonathan Daval en détention. C'est l'une des questions. Dans l'attente il y a de un son délai procès. maximum de détention provisoire. Est-ce que s'il était repoussé, ce procès, et vu le retard de la justice aujourd'hui, il pourrait être repoussé dans longtemps, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour vous, la possibilité de dire, en attendant, du coup, Jonathan Daval est remis en liberté? C'est un grand procès d'assises. C'est pas un procès d'assises ordinaire. Donc il ne répond pas aux mêmes règles, si vous voulez. Fixer ce dossier-là en janvier ou en mars, par exemple, pour la cour d'assises de Vesoul, c'est tout à fait réalisable. Il faut surtout que ce procès, ça doit être le seul critère, puisse se passer dans les meilleures conditions possibles pour qu'une bonne justice soit rendue sur un procès attendu, y compris par les citoyens. La justice. Mais vous ne demanderiez pas sa remise en liberté? Non, nous ne demandons pas la remise en liberté de Jonathan Daval. Nous ne trichons pas avec la procédure pour faire, par un artifice procédural, ressortir Jonathan Daval. On ne trompe personne. Jonathan Daval sera à son procès. Nous voulons juste un procès de qualité, dans l'intérêt de la justice d'ailleurs, et un procès dans lequel on puisse défendre, en respectant les règles du procès pénal équitable, un accusé connu de tous et qui est attendu dans ce procès. Voilà. Pardon, on l'a bien compris, vous pensez qu'on n'est pas dans le cadre d'une bonne administration de la justice. Alors, quelle possibilité s'offre à vous? Est-ce que vous pouvez, par exemple, dire moi, je refuse de défendre Jonathan Daval? Première question. Deuxième question, est-ce que Jonathan Daval peut refuser de sortir de sa cellule? Pour l'instant, on attend la réponse à notre demande de renvoi.
On n'a pas eu de réponse officielle. Est-ce que vous avez le droit de dire je ne le défends pas dans ces conditions? Demande de renvoi. Nous avons tout à fait le droit de déposer notre mandat à la cour d'assises si jamais ce renvoi nous est refusé, parce que nous considérons que nous ne sommes pas dans des conditions qui permettent d'assurer une défense qu'est-ce qui se passe, efficiente de Jonathan Daval. Il se passe deux choses, c'est-à-dire soit le président de la cour d'assises prend acte et renvoie le dossier, soit le président de la cour d'assises décide de commettre d'office, soit nous-mêmes, les avocats de Jonathan Daval, ou d'autres avocats. Et on sait tous que dans ce cas-là, le bras de fer est inégal, puisque pour un avocat, refuser une commission d'office par un président de cour d'assises est constitutif d'une faute disciplinaire. Mais remarquez, nous l'assumerions si nous estimions réellement que Jonathan Daval, sa défense en tout cas, était menacée, était en danger, et que ce procès ne pouvait pas être de bonne qualité. Et si lui ne sort pas de cellule? Si lui ne sort pas de cellule, c'est vrai que ce serait incompréhensible, impossible d'envisager le procès de Jonathan Daval sans Jonathan Daval. Il n'y a pas de procès. On peut l'amener de force? On peut l'extraire, on peut le contraindre, on peut l'extraire, mais enfin ce serait une aberration. Est-ce que vous avez discuté de ce report avec les parents d'Alexia, avec la famille d'Alexia, aujourd'hui représentée par Maître Portejoie? Alors écoutez, pour l'instant, nous n'avons discuté avec personne. Au départ, avant que ce procès soit mis en place, les autorités judiciaires nous avaient fait savoir qu'on serait tous associés à une discussion de préparation technique de ce procès. Ça n'a pas été le cas. Tout nous a été imposé. On a tout appris au travers, d'ailleurs, d'un journal, l'Est républicain. On a appris les modalités dans lesquelles se déroulerait ce procès. C'est pour ça que nous avons réagi dès le lundi d'après, c'est-à-dire la semaine dernière, pour dire ça ne va pas. Pour l'instant, ce n'est pas compatible ce que vous nous proposez avec la tenue d'un procès de qualité. Et il y a d'autres options. Il y a d'autres salles à Vesoul, municipales. On a des salles privées qui seraient plus à même d'accueillir, et on l'a déjà fait pour des procès d'assises, d'accueillir déjà du public, parce que franchement, ce serait catastrophique que ce procès tienne à l'écart le public. Je vous rappelle que c'est un droit fondamental des citoyens d'assister à un procès pénal, a fortiori un procès pénal attendu. C'est pas de la curiosité ou du spectacle, c'est la loi, ce sont des principes démocratiques et on doit les appliquer. On est à 15 jours théoriques donc, du début de ce procès. Dans quel état d'esprit se trouve Jonathan Daval? Alors, avec Maître Spatafora, Maître Estève, nous avons été le voir cette semaine. Nous avons fait le point avec lui. Il est très angoissé par ce procès qui arrive, mais il a toujours une attitude, si vous voulez, à peu près égale depuis le début. C'est quelqu'un de très discret, qui se manifeste très peu, qui est plutôt à l'écoute plutôt que dans la prise de parole. Et là, simplement, on l'a vu très fatigué, donc on l'a transféré au SMPR de Dijon pour qu'il puisse se reposer, parce que... Service médical? Exactement, service médical, parce qu'il est beaucoup de difficultés à trouver le sommeil. C'est une affaire c'est un procès qui l'angoisse, bien sûr, parce que c'est le procès où tout va être dit et où on va arriver enfin à tout savoir sur tout. Et c'est difficile. Il a encore des choses à dire? Il a encore des choses à dire. Qu'il n'a jamais dites? Il y a encore des choses à dire qu'il n'a effectivement jamais dites et qui n'ont jamais été dites, effectivement, et ce sera dit au procès si le procès le permet. Comment ça se passe avec les autres prisonniers? J'imagine que sa vie, on imagine que sa vie ne doit pas être facile. Il ne se passe rien avec les autres prisonniers, puisque Jonathan Daval est dans un isolement total. Il a accès à certaines activités sportives, bibliothèques, certains ateliers. Il croise extrêmement peu de monde, mais il a toute l'attention du personnel de l'administration pénitentiaire qui est remarquable, qui fait extrêmement attention à ce qu'il ait une sorte de vie sociale, si vous voulez, encore à la maison d'arrêt. Est-ce qu'il est malmené verbalement par les autres? Oui, très malmené. Extrêmement malmené. Par exemple, on n'hésite pas à l'insulter, on n'hésite pas à le menacer verbalement, de cellule à cellule. Il attire véritablement l'attention de tous les détenus qui peuvent se trouver à proximité. Donc on sait très bien que pour Jonathan Daval, il est impossible ou inconcevable d'avoir une détention provisoire normale, tant soit peu qu'il existe des détentions normales. On saura dans les prochains jours si la justice vous accorde le report de procès ou trouve une autre solution avec une autre salle. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes. On vous retrouvera aussi, Maître Schwerdorfer, le 16 et 17 novembre prochain dans une série exclusive que vous propose BFM TV, série exceptionnelle, 2 soirées dédiées à cette affaire Jonathan Daval qui a ému évidemment toute la France. 4 épisodes, 2 par soirée. La bande-annonce. Inédit BFM TV, la première série documentaire sur l'affaire Daval. Il est manipulateur, il est caméléon. 2 soirées, 4 épisodes, 4 personnages. Je m'appelle Jean-Pierre Fouillot, j'ai vécu avec le meurtrier de ma fille 3 mois, sans le savoir. Daval, la série, lundi 16 et mardi 17 novembre, 21h sur BFM TV.
Inédit Maître Schwerdorfer d'être venu sur notre plateau. On se retrouve dans un instant. Les révélations de BFM TV dans l'affaire Elisa Pilarski. Cette jeune femme retrouvée morte il y a 1 an dans une forêt de laine. Des morsures de chiens étaient à l'origine de son décès. Morsures du chien de son compagnon ou d'animaux qui participaient à une chasse à courre. Cécile Olivier pour BFM TV a pu consulter le rapport des experts diligentés par la justice. Leurs conclusions sont claires. C'est bien le chien du compagnon d'Elisa Pilarski qui a tué Elisa. Toutes les informations, les détails dans un instant. Bientôt 13h30 sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez et vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Et une question cet après-midi. Est-ce la fin du mystère dans l'affaire Elisa Pilarski? Mi-novembre, cela fera 1 an que cette jeune femme de 21 ans qui avait été retrouvée morte dans une forêt de laine alors qu'elle promenait le chien de son compagnon, Curtis, était décédée. L'autopsie révélera qu'elle est morte à la suite de nombreuses morsures de chien. Alors il y avait 2 hypothèses. Est-ce que c'était le chien de son compagnon, Curtis, qui s'en était pris à elle? Est-ce que c'était les chiens d'une chasse à courre qui l'auraient attaqué? Eh bien, BFM TV a pu consulter le rapport réalisé par les experts diligentés par la justice. Leur conclusion est sans appel. Curtis serait bien à l'origine de la mort de sa maîtresse. Les détails, le scénario imaginé par ces experts, on va tout vous dire dans un instant avec nos invités, avec nos experts. Mais d'abord, les faits avec Stéphanie Zanetti. Jusque-là, 2 hypothèses étaient envisagées, mais avec ce rapport de 46 pages rédigé par 2 experts vétérinaires, plus aucun doute, en tout cas pour ces professionnels. Elisa Pilarski a bien été tuée par le chien de son compagnon, Curtis, le 16 novembre 2019. Curtis est pour nous l'unique auteur des morsures ayant causé le décès d'Elisa Pilarski. Pour être aussi affirmatif, ces vétérinaires ont travaillé pendant 9 mois sur l'affaire. Ils ont épluché le dossier d'instruction, se sont rendus sur les lieux du drame, puis ont rencontré Curtis, un chien, disent-ils, élevé au mordant et obnubilé par le fait de mordre quel que soit son objet. Surtout, ils ont pratiqué des moulages en résine des mâchoires non seulement de celles du pitbull, mais aussi des chiens de chasse à courre présents ce jour-là et accusés à de nombreuses reprises d'être responsables de la mort de la jeune femme. Et voilà ce qu'ils concluent. Les morsures individualisables sont compatibles avec la mâchoire du seul Curtis et non des chiens de chasse. Selon les vétérinaires, les chiens de chasse auraient pu en revanche exciter le pitbull avant son passage à l'acte. En parallèle de ce rapport, des analyses ADN ont été demandées par le procureur de la République de Soissons. Les résultats ne sont toujours pas connus. Et on va évidemment aller plus loin dans les détails. Le scénario qui a été reconstitué par les experts avec nos invités. Maître Guillaume Demarque, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat du maître d'équipage du rallye La Passion. C'était cette chasse à courre qui avait lieu ce jour-là. Cécile Olivier, journaliste police-justice, c'est vous qui avez consulté ce rapport. Vous l'avez lu, vous avez regardé dans les détails. Vous allez pouvoir nous donner toutes les précisions dans un instant. Et puis maître Cathy Richard, avocate de la famille d'Elisa Pilarski, est également avec nous. Allez-y, je vous en prie, rentrez sur ce plateau. Merci d'être là. Ariane Chemin, également grand reporter au Monde, qui avait travaillé sur cette affaire, sera avec nous. D'abord, peut-être les faits. Cécile, il faut qu'on comprenne bien ce qu'il y a dans ce rapport. D'abord, il a été diligenté par les experts, diligenté par la justice. Donc c'est un rapport sérieux, c'est pas une énième enquête ou expertise. C'est un rapport précis qui revient notamment sur les traces de mâchoires. Et ça, c'est l'élément clé. Voilà, ces 2 experts vétérinaires qui sont de 2 cours d'appel différentes, de Reims et de Toulouse, ont réalisé des moulages de la mâchoire de Curtis, mais aussi de celle des 62 chiens de celui qui organisait ce jour-là la chasse à courre. Et leur conclusion est claire, c'est que les lésions observées sur le corps d'Elisa Pilarski ne sont compatibles qu'avec la mâchoire de Curtis, qui a une mâchoire plus petite que les autres chiens de la meute qui sont d'une autre race. Ces experts affirment par ailleurs que ces chiens de chasse sont entraînés à chasser un seul type de gibier, un seul type d'animal, sanglier ou cerf ou daim, et qu'ils ne s'intéressent pas au reste et surtout pas
à un être humain. Par ailleurs, aucun des chiens n'était blessé, ce qui exclut l'hypothèse d'une bagarre. Le seul qui a des traces d'écorchures, des excoriations sur le museau, c'est Curtis. Et les experts expliquent cela en disant qu'il s'est griffé tout seul en s'acharnant pour enlever sa muselière. Et enfin, ces experts ont aussi observé le comportement de l'animal et ils décrivent un chien omnubilé par le fait de mordre, ce qui est selon eux la conséquence d'un dressage mal géré avec perte de contrôle. Curtis, selon eux, a été dressé selon la technique du mordant, une technique qui est autorisée pour certaines races, mais pas pour d'autres, et toujours dans des conditions très encadrées. Ce qui fait, et d'ailleurs l'un des deux experts assimile ça à de la maltraitance animale, et ce qui fait que selon eux, Curtis ne s'arrête de mordre que s'il est épuisé ou si on le contraint par la force, ce qu'Elisa Pilarski, qui mesurait 1,52 m, qui faisait 56 kg et qui était enceinte de 6 mois, était bien évidemment incapable de faire. On va continuer à décortiquer évidemment ce rapport avec vous, peut-être votre réaction, Maître Guillaume Demarcq. Première réaction, je rappelle que vous défendez le propriétaire de ces chiens qui organisait cette chasse à courre. C'est un soulagement aujourd'hui? Ma première réaction, monsieur, c'est d'avoir une pensée pour la famille d'Elisa Pilarski. Parce que je pense à cet instant à cette famille, donc à la maman d'Elisa, à l'oncle d'Elisa, qui depuis 1 an essaie de comprendre dans quelles conditions ils ont été privés d'Elisa et qui voit des théories fumeuses s'écharper parce que ce drame, on le sait, a été instrumentalisé pour faire le procès notamment de la chasse à courre. Et je pense à ces gens en me disant enfin on se rapproche de la vérité et enfin ils vont comprendre ce qui s'est passé. Maître Cathy-Richard, la vérité, évidemment, c'est ce qu'attendait les proches d'Elisa Pilarski. La maman d'Elisa avait une fille unique. Son oncle l'avait élevée comme sa fille. Il faut dire que depuis la mort d'Elisa, dans ces conditions épouvantables, ils ont été en quelque sorte privés d'un deuil serein. Et ils aspirent à ce qu'Elisa repose en paix. À chaque fois que j'ai pris la parole, ça a été pour le dire. Là encore, je déplore que le jour de la Toussaint et à la veille de la Toussaint, la maman d'Elisa Pilarski a pu lire dans des journaux « Elisa a été tuée par son chien », avec parfois même des photos d'Elisa avec son chien, parce que son chien, il s'appelle Ice. Ça n'est pas Curtis. Remettons les choses au clair. Elisa Pilarski a rencontré celui qui a été son compagnon 9 mois avant sa mort. Elle a été enceinte très vite de lui. Elle habitait, toujours au moment de sa mort, elle habitait à Pau, à Rébénac, chez sa mère et son oncle. Lui habitait à Soissons, avec ses chiens. Elle était à Pau avec son chien. Son chien Ice, qu'on voit parfois sur les photos, est aussi un chien dit catégorisé. Mais c'est un chien qui n'a jamais fait aucun concours de quelle sorte que ce soit. C'est un chien qui était tout à fait enregistré comme il le fallait. Elisa était très respectueuse de toutes les règles et de toutes les réglementations. D'accord ? Et c'était un chien de compagnie. En fait, il dormait avec Elisa, il vivait avec Elisa. C'est plutôt le compagnon d'Elisa qui, parce qu'il travaillait dans une compagnie aérienne, ça n'est un secret pour personne, qui descendait voir Elisa à Pau, que elle qui montait voir son compagnon. Donc le temps qu'elle a passé avec Curtis est un temps très bref. Elle l'a vu combien de fois, ce chien? Très bref, mais 2 ou 3 fois? Voilà, ouais. moins de 5 fois. Et 2 jours à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, elle était avec Christophe, en réalité. D'après la maman d'Elisa, c'était même sans doute la première fois qu'elle sortait le chien toute seule. Parce que pour Elisa, qui était une amoureuse des animaux, une amoureuse de la nature, qui était très respectueuse des animaux et de la nature, c'était une monitrice d'équitation, Elisa. Elle était passionnée des chiens, elle adorait les chiens. Alors quand on dit, oui, c'est vrai qu'elle disait à Curtis, mon amour, mon chéri, mais parce que mon cœur, parce que elle disait ça à tous les animaux. Voilà, et puis Curtis était un chien sans aucun doute très attachant. Donc quand elle était avec lui, elle était attachée à lui. Il n'y avait pas de problème avec ça. Mais elle voulait absolument pas que ces chiens restent des chiens enfermés. Et donc ce jour-là, alors que Christophe était à son travail, elle a sorti les chiens. Elle a sorti d'abord Chivas. C'était les chiens de Christophe. Elle a d'abord sorti Chivas, puis elle a sorti Curtis, puis elle aurait sorti les autres parce que pour elle c'était insupportable que des chiens restent enfermés. Donc, maître, selon le rapport, c'est Curtis qui mord Elisa,
Mais elle est en partie déshabillée. Est-ce que le rapport explique ça? Alors c'est vrai que ça a été un des éléments du mystère, hein, et selon les experts, ils ont déjà vu ça dans d'autres affaires. D'ailleurs, c'est parce qu'elle a sans doute elle-même enlevé son pantalon pour essayer de se dégager. C'est-à-dire que le chien aurait mordu le pantalon? De la même manière que la sœur de Christophe Ellul qui a été mordue par Curtis, elle a enlevé son manteau et le chien est parti avec le manteau. Elle a essayé d'enlever ses vêtements, d'après ce rapport. Hein, d'après le rapport, les avocats de Christophe Ellul pourront demander une contre-expertise, mais eux estiment que c'est parce qu'elle a enlevé ses vêtements pour essayer de se dégager, d'échapper aux morsures. Je voudrais dire autre chose. Je voudrais dire que depuis la mort d'Elisa, qui a donc rencontré Christophe en février et qui est décédée au mois de novembre, d'accord ? Depuis la mort d'Elisa, on a fait de Curtis la victime de cette affaire. Et ça aussi, c'est très dur à vivre pour la maman d'Elisa et pour son oncle. Parce que des réseaux sociaux se sont emballés. Et on fait il faut sauver Curtis, il faudrait un avocat pour Curtis. Curtis reste un animal. Il en a eu un. On a reçu son avocat. Mais, on n'a pas... Enfin, je veux dire, un animal ne peut pas avoir d'avocat. Aujourd'hui, il est sujet de droit dans un sens très précis, mais on ne peut pas mettre en examen un animal. Donc c'est aberrant de voir l'emballement de gens qui ne connaissent rien. Les gens aiment les animaux, les gens aiment les animaux, les gens aiment ce chien. Richard, je voudrais justement je termine, c'est surtout que les gens ont projeté sur Curtis ce qu'ils croyaient être la vérité dans ce dossier, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que Curtis était le chien d'Elisa, qu'il aimait sa maîtresse, et ils ont projeté leur propre relation avec leur chien, ce qui n'était même pas ce cas-là. Voilà, il faut le rappeler, ce n'était même pas le cas. Et justement, pour éclairer ce que vous dites, je voudrais qu'on se tourne vers Ariane Chemin. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Monde, vous aviez travaillé sur cette affaire, et ce que dit Maître Cathy Richard à l'instant, vous en parliez, c'est-à-dire cette manière dont il y a eu une résonance extrêmement forte autour de cette affaire avec des camps différents. Oui, moi, si je me suis intéressée à l'affaire, c'est que j'ai vu qu'elle faisait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, pas tellement au fond dans le grand public, mais sur les réseaux sociaux, il y avait vraiment deux camps qui s'empoignaient, et on voyait qu'il n'y avait plus de place pour la raison. C'est-à-dire qu'il y avait les anti-chasse à courre féroces, venimeux, irréfléchis, qui voulaient absolument que ce soit la meute qui ait tué Elisa, et puis d'un autre côté, un monde que je ne connaissais pas du tout non plus d'ailleurs, qui est le monde des personnes qui aiment élever les chiens. Christophe, il est comme ça, Christophe Ellul, en fait. Cathy Richard l'a bien dit. Elisa, elle aimait les animaux, et lui, il aimait la compète. Il aimait avoir les chiens les meilleurs. Il avait envoyé un texto en disant « Mes chiens, je les élève comme des pitbulls ». Ce qui est intéressant aussi, c'est la personnalité de Christophe aussi pour moi, parce qu'elle n'a peut-être pas été assez explorée. Il a menti quand même à plusieurs reprises. Hein. D'abord, il se connaissait depuis peu de temps. Il ne lui avait pas dit qu'il avait une fille avec une autre compagne il y a beaucoup plus longtemps. Il avait menti sur son âge. Moi, il y a une chose qui m'a aussi beaucoup interrogée, c'est que quand elle l'appelle, lui il travaille effectivement à Roissy, elle l'appelle, elle lui dit « Écoute, je m'en sors pas, Curtis est complètement affolé ». Et lui, il n'appelle pas les secours, il ne prévient même pas ses compagnons de travail. Il fait la route pendant 1 heure et il n'appelle personne. Et quand il arrive dans la forêt, il cherche, j'ai l'impression, je ne veux pas du tout le charger, mais j'ai l'impression qu'il cherche presque davantage son chien parce qu'il sait que son chien, il l'a acheté dans des conditions illégales, etc. Et que tout d'un coup, il panique, effectivement. Et donc, je trouve que cette personnalité est assez intéressante à explorer aussi. On va revenir dans un instant, évidemment, sur ces fameux concours. Cathy Richard, vous vouliez réagir d'un mot? Juste, j'entends Ariane Chemin dire il y a deux camps qui s'opposent. Le camp, en réalité, des gens qui sont pour Curtis et le camp des gens qui sont contre la chasse à courre ou pour la chasse à courre. Enfin bon, peu importe. Très clairement, la famille d'Elisa est pour la vérité, d'accord ? Elle n'est ni pour ni contre Curtis, ni pour ni contre les chiens de chasse à courre. Elle est pour Elsa, pour Elisa, pour le bébé qu'elle portait et pour la vérité. Guillaume Demarque, quelles conséquences désormais? Est-ce que vos chiens sont définitivement innocentés, les chiens de la chasse à courre? Est-ce qu'il va y avoir des suites? Comment vous allez gérer les étapes à venir? Écoutez, la difficulté dans ce dossier, c'est qu'on a considéré que l'ADN... En tout cas, on a considéré médiatiquement, parce que tous les professionnels du dossier savaient que ça n'était pas le cas, on a considéré que parce que vous relance justement, il y avait des études ADN, des analyses ADN qu'on attendait, on en a beaucoup parlé, oui. Ça vaut le coup d'en reparler. L'ADN, si vous voulez, ça ne témoignera que d'un éventuel contact entre tel chien et tel chien.
Donc ces expertises ne sont pas encore rentrées, mais que l'on y trouve l'ADN de Curtis, mon Dieu, ça ne serait pas étonnant puisqu'on sait que Curtis était à côté du corps. L'ADN des chiens de chasse à courre, ce serait plus étonnant puisqu'on sait qu'ils ne chassaient pas à cet endroit, à cette heure-là. Mais quand bien même on trouverait l'ADN des chiens de chasse à courre, on saurait que c'est parce que les chiens ont léché le corps d'Elisa Pilarski. Elisa Pilarski n'est pas morte d'un contact avec un chien, elle est morte de morsures. Et aujourd'hui, ces morsures sont imputées par 2 experts indépendants au seul Curtis. Donc aujourd'hui, l'expertise ADN, elle devient totalement anecdotique. Maître, vous êtes l'avocat des chasseurs, c'est pas facile. L'avocat des chiens des chasseurs, c'est pas facile non plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Ariane Chemin, c'est que finalement on en a fait une affaire qui n'est plus du tout l'affaire de la mort d'Elisa Pilarski, qu'on est parti dans autre chose, notamment sur les réseaux sociaux, qui se sont déchaînés dans cette affaire. Parce que vous avez eu des menaces de mort. Oui. Cécile, qui a sorti cette affaire, pour BFM TV, a reçu déjà des messages de personnes qui poussent un peu pour soutenir Curtis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'en pense que c'est pas si difficile que ça, parce que par essence, dans ce dossier, on a aujourd'hui la preuve que les chasseurs sont innocents. Donc... Les chiens des chasseurs. Et les chasseurs d'autant plus, puisqu'il s'agit de chiens d'ordre qui obéissent aux chasseurs. Les chiens de la chasse à courre n'ont rien à voir là-dedans. Alors évidemment, j'ai vu, et le monde de la chasse à courre, je vous rappelle que nous sommes rentrés dans ce dossier pas comme mise en cause, parce qu'à aucun moment, la justice n'a estimé qu'elle avait d'indices graves ou concordants pour mettre la chasse à courre en examen. Nous sommes rentrés dans ce dossier avec le statut de témoin assisté, dont nous avons demandé à bénéficier, parce que l'ensemble des réseaux sociaux est alimenté, il faut le dire, par Christophe Ellul, incriminé la chasse à courre. Donc à un moment, Christophe Ellul a nommément cité les chiens de la chasse à courre. Propriétaire de... Voilà, et j'ai demandé, et la juge d'instruction a considéré que procéduralement, nous en avions le droit à rentrer dans le dossier. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai consulté le dossier, que je me suis rendu compte que la réalité du dossier judiciaire, le seul qui vaille, était à des années-lumière de ce que l'on racontait sur les plateaux de télévision. Je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai consulté ce dossier un lundi. Vous aviez ici reçu un de mes confrères qui se disait être l'avocat du chien. Et lorsque je vais le lundi à Soissons consulter le dossier, je ne m'aperçois qu'il ne l'a même pas ouvert. Et pour cause, il n'était pas procéduralement en droit de le faire. C'est vous dire si ce dossier a pris une allure extrêmement désagréable. Il a été instrumentalisé. Et on le sait, par la Fondation Brigitte Bardot. Je pense à M. Broniszewski, à l'association AVA, le collectif. Voilà, ce dossier a été, pour un certain nombre de courants animalistes, l'occasion d'essayer de faire le procès de la chasse à courre et au détriment, et je le regrette comme ma consoeur, de la vérité de la famille. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, juridiquement, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Redire un mot des ADN. Les ADN, ces histoires d'ADN ont largement contribué à la thèse des complotistes ou des théories du complot de tout poil. Parce qu'il a été dit dès le début, on aura les ADN à telle date. Bon, ce qui est une absurdité, parce qu'on n'a jamais de date certaine. Ensuite, il a été dit dans les médias, on n'aura pas les ADN, ça coûte trop cher. Ce qui était une absurdité, parce que c'était pas du tout le cas. La juge d'instruction avait tout simplement fait ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire elle avait sollicité un devis, et puis le devis étant trop cher, elle a décidé de procéder avec un autre laboratoire un peu moins cher, qui était un laboratoire d'État, et puis ensuite avec un, ou pas d'ailleurs, enfin un laboratoire moins cher, et puis surtout en procédant par discrimination. Donc petit à petit, au lieu de faire tout d'un coup. Parce que extraire les ADN de tant de prélèvements, ça coûtait très cher. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que... il a été expliqué que les ADN la salive des chiens ne portait pas leur ADN, contrairement à la salive de l'homme. Et donc que seul l'ADN épithélial, c'est-à-dire des cellules du chien, pouvait être déposé sur Elisa. Donc c'est vrai que cet ADN, dont je persiste à dire que ça n'est qu'un élément du dossier et pas l'élément clé du dossier, un élément parmi tant d'autres, mais c'est vrai que cet ADN sera aussi utile pour savoir quel type d'animal a eu un contact vraiment au-delà de la léchouille, au-delà du dépôt de poils sur Elisa. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant juridiquement, maître ? L'information judiciaire a été ouverte contre X pour homicide involontaire par morsure de chien. On peut légitimement penser qu'à un moment ou un autre, le procureur de la République demande à la juge d'instruction, par le biais d'un réquisitoire supplétif, de mettre Christophe Ellul en examen pour cet homicide involontaire, si ce n'est pour l'importation illégale de Curtis, puisque je vous rappelle que le rapport est extrêmement clair sur ce point également. Curtis est un chien qui a été importé illégalement en France avec une identité falsifiée. Donc son propriétaire a une responsabilité ?
ce sera la justice de le dire, mais il paraît très compliqué qu'elle s'y intéresse pas. Faudra Là aussi, évidemment. il faut être clair. Elisa ne pouvait pas le savoir. Hein. Elisa était avec Christophe depuis 9 mois et Christophe était en possession de Curtis depuis bien plus longtemps. Il faudra évidemment continuer à expertiser ce chien, à savoir ce que va devenir Curtis. Puisqu'on l'a cité, je voudrais qu'on l'écoute. Maître Éric Halimier, qui est donc l'avocat de Christophe Ellul et qui se présente comme l'avocat également de Curtis. Il était sur ce plateau le 26 janvier dernier et il revenait justement sur là où se trouvait aujourd'hui Curtis et ce qu'il allait devenir. Dans une SACPA, dans une fourrière à Beauvais, qui est une fourrière municipale. Il est à l'isolement, totalement, c'est-à-dire que personne ne peut l'approcher. On le nourrit comme un pestiféré, comme une bête sauvage. On le nourrit avec une gamelle qu'on passe à travers une grille, mais personne ne peut l'approcher. C'est un chien qui est extrêmement traumatisé par ce qu'il a vécu, parce qu'évidemment, il a été le premier témoin de la tragédie, de la mort d'Elisa Pilarski. C'est un chien qui a été arraché à son maître, très vite, qui a été mis donc au secret, et qui maintenant se trouve dans un état de stress et de traumatisme patent. Ariane Chemin, vous qui êtes aussi avec nous, on évoquait ces concours, le parcours de ce chien, le caractère de ce chien posait beaucoup de questions. Oui, on voit que c'est un chien qui ne fait pas la différence entre le jeu et l'attaque. C'est ça qui est très frappant. Hein. D'ailleurs, c'est un détail terrible dans cette affaire, mais il se trouve que quelques jours après le drame, il déchiquette un ballon qui se trouve dans la cour de la gendarmerie où il est entendu, et il le déchiquette, c'est terrible à dire, mais un peu comme il a déchiqueté finalement sa victime. C'est-à-dire qu'il ne voit pas du tout il ne voit pas le problème, hein, il ne voit pas la différence. Voilà. Et d'ailleurs, Christophe Ellul lui-même avait dit quelques jours après le drame, mais regardez, il s'approche de moi, il me mord, il faut le piquer. Donc il avait bien compris lui-même que ce chien, en fait, ne faisait pas la différence, j'allais dire entre le bien et le mal, mais c'est une mauvaise expression, parce qu'évidemment, un chien ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Voilà. Et donc ça a été un vrai problème. Alors, un petit souci effectivement de liaison, merci Ariane Chemin en tout cas pour cet éclairage. Même question pour vous. Que va faire désormais la famille d'Elisa Pilarski? La famille d'Elisa Pilarski, elle va attendre dans une douleur qui est incommensurable. Il faut le dire. Nathalie a perdu sa fille unique. Nathalie, elle a tout perdu ce jour-là et franchement, elle n'attend plus rien. Elle attend juste un minimum qu'on laisse sa fille reposer en paix. Elle attend la sérénité. Elle attend qu'on arrête de faire de Curtis ce qu'on fait depuis longtemps, la victime de ce dossier. Elle attend qu'on arrête je peux pas dire qu'elle veut qu'on oublie sa fille, mais elle voudrait soit qu'on lui laisse sa fille et le bébé qu'elle portait, soit au moins qu'on ne s'en empare pas comme d'un instrument dans le cadre de la défense de Curtis, qui est la victime, et parfois des chasseurs, et parfois des bourgeois, et parfois j'ai effectivement reçu des menaces de mort, alors que je l'ai dit tout à l'heure, en tout état de cause, il est certain que Curtis était un chien attachant. S'il est un chien dangereux, ça n'en était pas moins un chien attachant. Si on croit ce qu'il dit jusqu'à maintenant, il est dangereux parce que d'un coup, il explose, ce qui peut d'ailleurs être tout à fait en lien avec le fait qu'il ait entendu les chiens de la chasse à courre ce jour-là dans la forêt. Il est évident que ça, c'était imprévisible. C'était imprévisible pour Elisa, cette chasse à courre et d'un seul coup, cette meute qui aboie. Donc, voilà. Mais en tout état de cause, moi-même, j'ai reçu des menaces me disant, si Curtis est euthanasié, on te crève. Bon, je veux dire, c'est hallucinant, parce que d'abord, ça dépend pas de moi, et ensuite comment mettre la vie d'un chien, quel qu'il soit, au-delà de la vie d'une jeune femme qui portait en elle un enfant. Il ne s'agit pas d'une vie pour une vie, mais simplement de laisser la justice se poursuivre dans la sérénité, comme on l'a espéré le jour des obsèques d'Elisa, et comme on l'a obtenu d'ailleurs, qu'elle se comporte dans le recueil et dans la dignité. Maître de Marc, on entendait l'avocat de Christophe Ellul nous expliquer où se trouvait aujourd'hui Curtis, où se trouvent les chiens de la chasse à courre. Ce monsieur n'est pas l'avocat de Christophe Ellul, ce monsieur-là, je crois, a jamais été. Les chiens de la chasse à courre, ils sont sous main de justice, ça veut dire qu'ils sont toujours au chenil du rallye de la passion, mais à part 26 chiens, les chiens de la chasse à courre, puisque c'était un cheptel qui était assez important, ont depuis retrouvé le droit de chasser, mais les 26 qui étaient concernés
sont aujourd'hui à l'élevage. En termes juridiques, très précisément, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, ce sera au procureur de la République et au juge d'instruction d'en décider, Philippe. Ça n'est sûrement pas aux parties d'en décider. Et quelles sont les options? Les options. Si Christophe Ellul était mis en examen dans ce dossier, il serait mis en examen pour quoi? Mise en danger d'autrui, quoi? Violence involontaire et moi, ça m'est difficile d'aller sur ce terrain parce que non, mais s'il est propriétaire d'un chien, en fait, c'est pas Christophe Ellul n'a pas de responsabilité dans ce qui s'est passé direct, puisque si c'est son chien, supposé que ce le soit, c'est son chien et c'est pas Christophe Ellul. Donc il faut quand même être très clair là-dessus. Oui. Donc qu'est-ce qu'il risque qu'il a été importé dans des conditions illégales, qu'il n'avait pas ses papiers à jour et que visiblement il a subi un dressage au mordant qui n'était pas autorisé pour cette race de chiens. Il y a ça, mais alors, si ça c'est retenu, qu'est-ce qu'il risque? L'analyse que vous faites aujourd'hui pour Christophe Ellul... C'est parce que je vais être très prudent, c'est parce que je vais être très prudent. Est exactement la même que l'on aurait pu faire pour Sébastien Vandenberg. Pour Sébastien Vandenberg, pour le rallye de la passion. Puisque de dire, de toute façon, lui n'est absolument pas responsable de ce qui s'est passé, puisque ce sont ses chiens. Mais je vais répondre très précisément à votre question. Des chefs d'infraction, il y a déjà celui dont la juge d'instruction est saisie aujourd'hui. C'est un homicide involontaire par morsure de chien. Le réquisitoire introductif qui a été délivré par le procureur de la République de Soissons vise X. X, aujourd'hui, on pourrait considérer qu'au vu des indices qui ont été recueillis après 1 an d'information judiciaire, qu'il y ait des indices suffisants pour que le procureur de la République dise à la juge d'instruction, aujourd'hui, je considère que X peut être Christophe Ellul. Et Christophe Ellul, on peut légitimement penser qu'il pourrait être mis en examen pour l'homicide involontaire qu'aurait causé son chien Curtis. Et puis il y a aussi, et cette information judiciaire a permis de s'en rendre compte, le rapport le rappelle, il y a d'autres infractions, notamment le fait d'avoir importé illégalement ce chien. Et on l'a bien compris, c'est le procureur de la République qui décidera des suites à donner. Merci beaucoup Maître Guillaume Demarque, merci beaucoup Cathy Richard, merci Cécile Olivier, merci beaucoup Ariane Chemin d'avoir été avec nous pour commenter, décrypter ce rapport d'expertise que nous vous révélions donc aujourd'hui. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Ah ben non, pas dimanche prochain, ce sera le Vendée Globe dimanche prochain. Donc on se donne rendez-vous dans 15 jours sur BFM TV pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes.